Bien le bonjour à tous. On va voir donc tout ce qui concerne le corps que vous devez connaître en BP. Alors, première chose, on va voir un rapide euh, schéma des différentes échelles qu'on peut avoir dans le corps. Je rappelle donc que le plus petit euh, niveau sur lequel on peut travailler en biologie, c'est l'atome. Si on met des atomes ensemble, on peut former des molécules. On l'a vu donc dans les premiers chapitres. On peut former du CO2 par exemple, on peut former des acides, on peut former des tas de choses, des chaînes carbonées, etc., etc. Vous avez un exemple ici, et avec certaines molécules bien précises, on peut former des protéines. On peut travailler donc à l'échelle des protéines aussi en biologie. Différentes protéines et d'autres choses forment ce qu'on appelle des cellules. Donc la cellule, c'est la plus petite unité vivante seule qui peut exister. Donc c'est très pratique à connaître. On peut avoir des cellules toutes seules, on a vu ça la semaine dernière, mais on peut aussi avoir des cellules ensemble, donc qui nous composent. Notre corps est composé de 600 000 milliards de cellules environ. Ensuite, ces cellules, elles vont se mettre ensemble, elles vont former des tissus. Ces tissus, donc c'est toujours la même cellule, ou plus ou moins la même cellule. Elles ont toutes la même forme, la même fonction. Et donc tout ça, ça forme un tissu. Par exemple, on a des tissus qu'on appelle musculaires. Ensuite, ces tissus, on va les mettre par plusieurs. Ils vont avoir plusieurs fonctions pour former un organe. Par exemple, là, on a un organe, l'estomac, qui est formé donc de tissus musculaires. L'estomac bouge, mais il y aura aussi des tissus épithéliaux, des peaux, là, autour et dedans. Il y aura aussi des tissus glandulaires qui vont fabriquer les sucs digestifs, etc., etc. Plusieurs tissus pour former un organe. Et évidemment, pour former un système digestif, il faut plusieurs organes. Vous aurez évidemment la bouche, vous aurez le foie, l'œsophage, l'estomac, etc., etc. Eh bien, tout ça, c'est un système. Il y a différents systèmes dans notre corps. Vous avez le système respiratoire, nerveux, musculaire, squelettique, etc., etc. Et donc, tous ces systèmes font qu'on puisse être en vie. Maintenant que l'on a parlé de ça, on va voir un petit peu tout ce que vous devez connaître en BP. Le tissu épithélial. Alors, qu'est-ce que c'est que le tissu épithélial? C'est toutes les peaux qui existent dans le corps. Alors, évidemment, on pense tout de suite à la peau qu'on voit à l'extérieur, mais il faut savoir que ce n'est pas les seules peaux qu'on ait. Les peaux qu'on a à l'extérieur, normalement, on les a revues en détail, donc ça devrait être acquis pour vous. Euh, les peaux à l'intérieur du corps, alors on peut penser aux peaux qu'on a autour des artères, qu'on a à l'intérieur des artères. On a pas mal de peaux aussi différentes dans l'estomac, dans l'intestin, etc., etc. Donc du coup, c'est différentes peaux. On appelle ça des tissus épithéliaux. Maintenant, les tissus conjonctifs. Alors, les tissus conjonctifs, c'est tout ce qui remplit entre les organes. Donc, c'est un tissu de remplissage. Vous imaginez qu'entre votre foie et votre estomac, qui sont situés pas très très loin l'un de l'autre, et ben, du coup, il y a les peaux, dont on parlait, les tissus épithéliaux, et entre ces peaux, il y a des tissus de remplissage qu'on appelle des tissus conjonctifs. Il y en a parfois à l'intérieur même des organes. Ils vont faire une différence entre deux tissus autres. Ensuite, donc on voit dans cette artère on commence par un épithélium, un tissu épithélial, donc une peau, et ensuite on a un tissu conjonctif.
C'est une tunique qui est interne et qui permet euh, de vraiment faire la séparation entre la peau et le muscle. Donc le tunique moyenne, le muscle, qui est un tissu du coup musculaire. Bien, donc la peau et les muqueuses. Il ne faut pas les confondre. Première chose, la peau, donc on l'a vu ensemble, c'est ces différentes couches de cellules avec couche basale, couche spineuse, etc., etc. Et les muqueuses, par contre, c'est souvent une seule couche de cellules, voire quelques-unes, mais vraiment très peu. Et donc ça en fait des peaux qui sont très fragiles. Et donc du coup, c'est plutôt des peaux qui sont à l'intérieur de notre corps. Pour qu'elles soient résistantes, pour qu'elles ne cèdent pas, il faut qu'elles soient en permanence mouillées. Donc c'est des peaux où il y a de la salive, des liquides quelconques dessus en permanence où ça va très vite se fendre, enfin faire mal généralement. Et donc du coup, voilà, c'est ça ce qu'on appelle des muqueuses. Bien, la lymphe. Alors, dans votre corps, vous avez un système sanguin. Ce système sanguin, vous avez donc de l'eau, beaucoup d'eau, des globules rouges, des globules blancs. Eh bien, sachez que vous avez aussi un système lymphatique. Ce système lymphatique, il va être juste à côté du système sanguin et surtout, lui, il va remonter l'eau et donc à partir de tous les extrémités. À quoi sert ce système lymphatique? Comme dans l'image, là, vous voyez donc qu'il y a un réseau de veines lymphatiques et vous voyez aussi des petites boules bleues. Eh bien, ces petites boules bleues, il faut les voir comme une filtration du plasma. Donc, le liquide qui coule dans ces veines, c'est du plasma sanguin. Et donc, du coup, à chaque fois que ça passe à travers ces petites boules, eh bien, c'est une filtration, surtout contre les microbes. Donc, c'est un système pour enlever les microbes du corps, ceux qui sont en train de voyager dans le sang. Donc, c'est très pratique. Ces petites boules, on les appelle des ganglions lymphatiques. Et je pense que vous connaissez tous ceux que vous pouvez toucher dans le cou. Il y en a d'autres qu'on peut toucher sous les aisselles. Et puis évidemment, ceux qui sont à l'intérieur du corps, on ne peut pas les toucher. Quand je vous dis que ça filtre, je pense que vous avez déjà remarqué que quand ils sont gonflés, ça veut dire que vous êtes attaqué par une maladie. Et ben c'est exactement ça qui se passe. C'est-à-dire que votre ganglion va filtrer la maladie et donc du coup il travaille et donc du coup il va grossir en essayant donc du coup de vous enlever cette maladie. Vous avez aussi un système sanguin. Alors, ce système sanguin, vous avez des artères qui vont sortir du cœur pour mener votre sang partout dans votre corps. Et vous avez des veines qui vont faire exactement le contraire, qui vont ramener euh, votre sang jusqu'au cœur, après que ça soit passé dans les organes, etc., etc. Alors, les artères, elles vont se diviser de plus en plus. On voit deux exemples là dans le rein. On a une seule artère qui arrive. Et plus ça avance, plus l'artère se divise et se divise en très 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 fines, très 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 fins vaisseaux qu'on appellera des capillaires. Ces capillaires, donc, ils vont donner de l'oxygène et du sucre, ainsi que d'autres choses, à toutes les cellules qui en ont besoin. Et puis ensuite, on a le même système, mais à l'inverse, donc des capillaires très très fins qui récupèrent ce qu'il faut des cellules, les déchets, etc., etc., et qui ramènent petit à petit dans des vaisseaux plus gros, des veines, qui vont du coup jusqu'au cœur. Et du coup, on a un système fermé. Vous avez dans votre sang plein d'autres choses. Vous avez vos globules rouges,
En langage scientifique, c'est des hématies. Ensuite, vous avez des globules blancs, donc c'est eux qui combattent les maladies. On appelle ça des leucocytes. Et peut-être que vous avez déjà entendu parler des plaquettes. Donc les plaquettes, on va voir tout de suite à quoi ça sert, mais sachez que ça permet d'éviter que vous saigniez. Et ensuite, vous avez un plasma. Alors le liquide dont je vous parlais tout à l'heure, on appelle ça le plasma sanguin. Et donc c'est là-dedans que baigne tout le reste. Ainsi que, évidemment, vous aurez là-dedans des nutriments, euh, des acides aminés, etc. Tout ce qui est voyagé par le sang pour les cellules. Alors, le lien entre le sang et la lymphe. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez votre artère qui se divise pour former des tout petits capillaires. Par contre, le sang est composé d'eau, beaucoup d'eau. Et il y a une partie de cette eau qui, au lieu de revenir dans le système vénal, enfin dans le système bleu des veines, eh bien, il reste dans les organes et donc du coup, il est drainé par un autre système, du coup le système lymphatique. Ça permet du coup de nettoyer le corps de toutes les maladies et aussi cela permet euh, d'alléger le système du cœur, histoire d'avoir deux systèmes qui pompent, par exemple vers le bas. Ça permet d'alléger le système veineux. On va voir qu'il peut y avoir des problèmes avec le système veineux. On va parler de l'hémostase. Alors l'hémostase, c'est simplement le fait que vous arrêtiez de saigner quand vous êtes fait une blessure. Donc évidemment, vous avez dans vos veines du sang et je vous ai dit dedans, il y a des plaquettes. En premier lieu, si vous vous coupez, votre vaisseau va se contracter. D'accord? Plus ça se contracte, moins il y aura de sang qui va passer dedans. Et donc, du coup, eh ben, le sang ne va pas jaillir, etc. Alors ça marche dans beaucoup de vaisseaux, surtout quand ils sont tout petits. Si ça se contracte sur des vaisseaux tout petits, plus de problème. Par contre, évidemment, si c'est sur des gros vaisseaux, bon, là, c'est plus compliqué. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la vasoconstriction. Vaso, hein, de vaisseau, constriction de contraindre. Et donc, vasoconstriction, le vaisseau se contracte. Ensuite, une fois que vous avez ça, il y a vos petites plaquettes. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était ceux avec 6 bras dans Il était une fois la vie. Vos plaquettes qui viennent boucher le trou. Alors, je pense que tout le monde a déjà eu une petite coupure, une petite blessure, a déjà vu une espèce de, comment dire, quand la blessure se referme et qu'on a une toute petite peau rouge dessus, eh bien, c'est ça que forment les plaquettes. Les plaquettes, donc, c'est quelque chose qui est très peu solide et qui va durer très peu de temps, mais qui permet d'endiguer le problème. Donc, elles viennent boucher la, la, la blessure. Et puis, surtout, il y a ce qu'on appelle des fibrinogènes. Alors ça, c'est une protéine qui est soluble dans le sang, mais euh, on peut la transformer en protéine insoluble avec donc les plaquettes et la réaction, etc., etc. Et donc du coup, en fait, elles vont coaguler tout ce qu'elles trouvent autour d'elles. Alors très souvent des globules rouges, et donc du coup, c'est là que ça va former une croûte. Donc c'est la fibrinogène qui va englober tout ce qu'elle trouve, les plaquettes, les hématies et tout le reste. Et donc, du coup, ça va former une croûte. Sous cette croûte, vous aurez votre vaisseau qui va se réparer. Alors, les cellules de chaque côté vont se reproduire pour enfin s'atteindre l'une l'autre. Et donc, du coup, votre vaisseau sera réparé. Une fois que le vaisseau est réparé, eh ben, on enlève les plaquettes, la fibrinogène se resolubilise et donc du coup, votre croûte s'en va. Alors quand elle est à l'extérieur,
euh, bah, on peut la gratter, elle s'en va toute seule. Quand elle est à l'intérieur, elle va être mangée par, enfin, elle va être nettoyée par votre corps. Votre circulation sanguine, on en a déjà parlé. Il faut que vous sachiez refaire ce schéma-ci. Donc, vous avez votre cœur qui envoie votre sang par l'artère aorte. L'artère aorte, c'est elle qui va partout. Donc, elle envoie le sang dans la tête, mais aussi dans tous vos muscles, dans vos reins, dans votre intestin, dans tout votre corps. Le sang, donc, il va se diviser en petits vaisseaux qu'on appelle des capillaires. Ces capillaires, ils vont reformer petit à petit des grands vaisseaux qu'on appelle des veines et ils reviennent au cœur. Ils reviennent par la veine cave. Et du coup, ils tombent dans l'oreillette du cœur et qui va pousser le sang dans le ventricule. Je sais pas si vous avez... Enfin, je pense que tout le monde a déjà entendu un cœur. Ça fait poupoum, 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 etc., etc. Eh bien, le premier poum, c'est l'oreillette qui se contracte, enfin les deux oreillettes qui se contractent en même temps, donc qui mettent du sang dans le ventricule. Et le deuxième poum, évidemment, c'est le ventricule qui se contracte et qui envoie le sang partout dans le corps. Donc on en était à notre veine cave, donc le sang qui est bleu, et qui arrive dans le ventricule, qui est renvoyé du coup jusqu'au poumon. Alors là, on a une petite artère, l'artère pulmonaire. Votre cœur est très très proche des poumons, donc du coup c'est une petite artère en taille et une énorme partie du sang va du coup dans les poumons. À ce moment-là, il change de couleur. Alors, je vous rappelle que le sang que vous avez, il change de couleur en fonction s'il est chargé en oxygène ou en CO2, en dioxyde de carbone. Vos cellules ont besoin d'oxygène et rejettent du CO2. Et donc, du coup, c'est pour ça que vous pouvez voir à l'intérieur de votre corps, par exemple sur vos poignets, on peut voir des veines qui sont bleu violacées. Eh bien, ça veut dire que c'est des veines qui rapportent du sang chargé en dioxyde de carbone au cœur, qui les renverra dans les poumons. Et là, il se passe l'inverse. Le CO2 s'en va dans les poumons. C'est pour ça qu'on expire du dioxyde de carbone et on inspire de l'oxygène qui va dans le sang. Et donc, du coup, il ressort rouge. Et puis, on a de nouveau un tour, etc., etc. Pourquoi on voit jamais le sang bleu? Parce que dès qu'il sort à l'extérieur, eh bien, tout simplement, il se teinte en rouge parce que l'extérieur est plein d'oxygène. Donc, du coup, il prend son maximum d'oxygène dès qu'il sort. On va commencer à voir les problèmes et surtout enfin, les structures des veines ainsi que les problèmes qui peuvent en découler. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une artère, une veine? On a vu qu'il y avait plusieurs tuniques, plusieurs choses et donc du coup, on a très souvent une peau, des muscles et puis une peau à l'extérieur. Donc ça, c'est pour la structure des vaisseaux alors qu'on ait des vaisseaux, des artères ou des veines. C'est à peu près la même chose. Euh, Par contre, dans les veines, il y a une chose à savoir, il y a des petits clapets anti-retour. Si vous regardez là où se situe votre cœur et par rapport à vos jambes, vous regardez, enfin, très vite compris que vous aurez environ 1 mètre et entre ce mètre, vous tenez toujours debout. Donc du coup, le sang, il a du mal à remonter. D'accord? Et ce sang qui a du mal à remonter, il faut l'aider pour remonter. Première chose donc qui va se passer, c'est ces petits clapets anti-retour. Donc, il laisse le sang couler dans un sens et il l'empêche de retomber. Ces petits clapets anti-retour, vous en avez dans les cuisses, dans les
enfin dans toutes les jambes, ainsi que dans les cuisses, et puis dans toutes les veines qui ramènent dans votre tronc le sang jusqu'au cœur. Sans ça, le cœur, il devrait pomper trop fort pour arriver à ramener le, le sang jusqu'au cœur. Alors, si vous voulez vous en assurer, hein, vous faites une petite expérience. Si vous avez une paille, enfin, si vous avez une boîte de paille chez vous, vous en mettez au moins 5 ou 6 les unes dans les autres, et vous essayez d'aspirer un verre qui se retrouverait au sol par rapport à vous. Hein, vous mettez debout le verre au sol, et vous essayez d'aspirer dans la paille. Et ben, vous verrez que c'est beaucoup plus difficile que d'aspirer dans une seule paille. Eh bien, c'est exactement ce cas-là qui se passe. Votre sang, il doit remonter. Eh bien, votre cœur, lui, il aura du mal sans ces petits systèmes de, de clapet anti-retour. Et on peut avoir des soucis parce que ces clapets anti-retour, avec l'âge, ils peuvent moins bien marcher. En gros, la veine grossit, s'étire, s'étend, et donc du coup, le clapet anti-retour ne marche plus si bien. Et une partie du sang qui devait ne pas repartir, repart et redescend. Et donc du coup, on peut avoir des problèmes là-dessus. Stase veineuse, vous pouvez en avoir différents soucis. Le premier, c'est les varices. Donc en gros, le vaisseau grossit, et donc du coup se voit sous la peau des jambes, des mollets, etc. etc. Euh, Ça peut donc être, en plus ça peut faire mal, c'est pas très joli esthétiquement, etc. etc. Bon, ça peut s'opérer, c'est compliqué, mais ça peut se faire. Vous pouvez avoir de la télangiectasie. En gros, votre colonne de sang pèse tellement lourd que vos veines ne gonflent pas pour le coup, mais c'est juste les petites veines qui sont dans vos pieds ou voire vos mollets, etc., qui vont éclater. Et donc du coup, quand ça éclate, ça fait un petit bleu sous la peau qui peut être visible. Et ça peut faire mal et ça peut être problématique. Et pour finir, vous pouvez avoir des œdèmes. Alors là, on parle plus de sang, mais de plasma. En gros, comme je vous le disais, vous avez un système lymphatique qui remonte votre sang aussi avec les veines. Eh ben, il suffit que ce système lymphatique ne marche plus très bien. Et donc, du coup, l'eau de votre corps reste vers le bas. Et donc, du coup, vu que ça reste vers le bas, bah, ça fait gonfler l'entièreté de la jambe, du pied. Et donc, du coup, vos pieds gonflent, vos jambes gonflent. Et ça peut atteindre des proportions assez énormes. Bien, un des problèmes qu'on peut avoir avec la stase veineuse aussi, c'est tout ce qui est graisse dans les artères ou les veines. Alors, la graisse, elle peut se stocker dans les artères. C'est pas une très bonne chose parce que évidemment, plus vous avez de graisse dans l'artère, moins le sang peut passer facilement. Et donc du coup, plus votre cœur doit pomper fort, etc., etc. Vous le voyez là sur cette image, vous avez une artère avec des couches de graisse à l'intérieur. Et donc du coup, le débit sanguin là est diminué de moitié. Et donc du coup, ça peut provoquer plein de problèmes jusqu'à l'arrêt du cœur si euh, les, les artères qui amènent le sang au cœur, parce que vous avez quelques artères qui font juste un petit tour et qui amènent du sang à toutes les cellules du cœur, et ben si celles-là sont bouchées, eh bien votre cœur s'arrête parce qu'il n'a plus assez de nourriture. Bien, aujourd'hui on va aussi voir les muscles. Alors, vous devez connaître différentes choses sur les muscles. Déjà, comment ils sont formés. Première chose, je vous ai dit que vous aviez différents niveaux en biologie. Eh bien, dans les muscles, c'est pareil. Premier niveau, on va commencer au niveau des protéines.
Donc, protéines, vous avez deux protéines, l'actine et la myosine. Cette actine et cette myosine, elles vont se mettre les unes avec les autres pour former ce qu'on appelle des myofibrilles. Cette myofibrille, donc, c'est plein d'actines et de myosine les unes à côté des autres. Cette myofibrille, allez en avoir plein qui vont former ce qu'on appelle les fibres musculaires. Et puis, ces fibres musculaires, elles vont se mettre ensemble pour former un faisceau de fibres. Et ces faisceaux de fibres, vous pouvez les voir dans un steak, par exemple. Je pense que tout le monde a déjà vu qu'il y a comme des tiges dans un steak. Eh bien, un steak évidemment pas haché, hein, sinon on voit rien, mais un steak voilà, coupé. Eh bien, on peut voir donc ces petits faisceaux de fibres euh, les uns à côté des autres. Même souvent, et on peut voir qu'ils sont délimités par un peu de graisse. Donc, il y a un peu de graisse autour des faisceaux de fibres. Ça dépend des viandes, hein, mais des viandes qui sont plutôt grasses, vous aurez un peu de graisse autour des faisceaux de fibres. Ok, donc ça c'était pour la structure. On verra comment ça fonctionne juste après. On va voir à quoi ça sert. Alors, dans votre corps, vous avez des os. Ces os, ils font fonctionner les uns par rapport aux autres. Ces os, ils vont bouger à travers les articulations. Donc, quand vous avez deux os, ils vont être reliés, première chose, par un ligament. Ces deux os, ils vont avoir au-dessus une partie blanche qu'on appelle le cartilage. Ce cartilage, d'ailleurs, hein, il peut avoir des problèmes. Il peut s'user avec le temps, et c'est ça qu'on appelle l'arthrose. Ensuite, euh, ce- vous avez donc autour du muscle, vous avez un liquide se trouve donc dans l'articulation, et cela permet de huiler l'articulation. Donc c'est une espèce d'huile euh, incolore qui se trouve donc à l'intérieur de l'articulation. Ensuite, tout cela, ça peut être complété par une bourse séreuse, mais surtout, donc vous avez un muscle qui va relier un os et l'autre. Ce muscle, il va pouvoir se contracter et donc tirer les os l'un sur l'autre. Donc du coup, ils vont plier et du coup, on aura notre articulation qui va marcher. Et ou alors se détendre. Très souvent, il y en a le même jeu de muscles de l'autre côté qui va permettre de tirer dans l'autre sens. Alors, le muscle, vous avez un tendon donc qui va être accroché à l'os. Donc c'est la partie, si vous avez déjà mangé un steak, etc. Pareil, c'est la partie un peu dure du steak, c'est blanchâtre, etc., etc. Et puis, vous aurez la partie muscle, hein, donc qui, elle, va travailler. La bourse séreuse est là pour éviter que le muscle frotte à l'os. Et donc, du coup, ça fasse mal à la personne. Maintenant, on va voir comment ça fonctionne. Vous avez donc votre petite actine et myosine. On revient donc au niveau protéines. Donc, l'actine et la myosine vont s'accrocher, vont tirer l'une sur l'autre, et donc du coup, on a tout notre petit myofibrille qui va se raccourcir de quelques nanomètres, enfin quelques micromètres. Et donc du coup, cette myofibrille, vu qu'il y en a plein et qu'elles sont les unes derrière les autres, quand chacune se raccourcit, et ben pour finir, à force qu'il y en ait énormément, eh bien ça fait enfin un raccourcissement de quelques centimètres, voire un peu plus. Et donc du coup, votre muscle se raccourcit. Il gonfle en même temps, hein, parce que quand ça se raccourcit, évidemment, ça gonfle en largeur.
Et donc du coup, c'est ça qui vous fait contracter le muscle. Tous ces petites actines et cette myosine qui vont se faire bouger l'une par rapport à l'autre. Juste pour parler du tonus musculaire et de la fatigue musculaire. Donc, le tonus musculaire, c'est le fait que vous ayez des muscles qui soient qui soient en fonction, qui soient motivés. Euh, c'est votre capacité à le maintenir longtemps. Si vous voulez calculer votre tonus musculaire, il faut prendre un objet et puis le maintenir à bout de bras et voir combien de temps vous pouvez le maintenir. Et puis, vous pouvez avoir des problèmes avec ces muscles. Vous pouvez avoir des crampes, vous pouvez avoir des courbatures, des tremblements, etc., etc. Tout ça, c'est parce que vous êtes fatigué, enfin, votre muscle est fatigué. En gros, il y a une petite réserve d'énergie dans votre muscle. Je vous ai dit que le contracter, ça utilisait beaucoup d'énergie. Et donc, du coup, eh ben, cette énergie, une fois qu'elle est épuisée, vous pouvez commencer à avoir des crampes. Les courbatures, vous pouvez aussi avoir des tremblements. Donc, du coup, en fait, vos actines et vos myosines se détachent rapidement et donc, du coup, essayent de se rattacher. En gros, votre muscle force trop, il n'a pas assez d'énergie pour fonctionner derrière. Et puis, vous pouvez aussi avoir des courbatures. À force de s'attacher et de se détacher, il y a certaines fibres qui vont juste casser. Et donc, du coup, quand elles cassent, eh ben, elles vont être reconstruites dans les jours qui viennent après. Et donc, du coup, pendant ce temps-là, vous aurez mal, un petit peu mal. C'est ça qu'on appelle des courbatures. Et puis, vous pouvez aussi avoir d'autres problèmes plus graves par rapport à votre tonus musculaire. Par exemple, il y a des bébés qui naissent sans tonus musculaire du tout. Et donc, du coup, bah, ça fait des bébés qui peuvent pas bouger, qui respirent très mal, et ça peut être même fatal. Et pour finir, je rappelle les troubles musculo-squelettiques. Donc, on a vu le muscle, on a vu le squelette, on a vu les articulations. Eh bien, les troubles musculo-squelettiques, c'est tous les problèmes que vous pouvez avoir en coiffure sur tout ça. Vous pouvez avoir des problèmes de dos. Vous pouvez avoir donc aussi bien du haut du dos, par exemple les épaules, à force de tenir ses cheveux trop lourds au-dessus de vos épaules, etc., etc. Mais vous pouvez aussi avoir des problèmes de bas du dos. En gros, la position penchée un petit peu sur le siège, la cliente, etc., etc., eh bien, peut provoquer des mal de dos. Et pour finir, vous pouvez avoir des troubles du canal carpien. Donc ça, c'est votre poignet qui, à force que vous faites des petits mouvements de ciseaux, je pense que tout le monde a déjà remarqué que quand vous bougez votre petit doigt, vous faites bouger votre poignet. Eh bien, ces petits mouvements de ciseaux répétés eh bien, font en sorte que votre poignet s'enflamme et donc, du coup, ça fait rouge, ça fait mal, ça compresse les nerfs qui sont à l'intérieur. Et donc, du coup, ces nerfs compressés font mal et peuvent même arrêter de fonctionner. Et donc, vous pouvez vous retrouver avec des paralysies plus ou moins graves d'une partie de la main. Donc, trois et demi troubles, trois et demi troubles musculo-squelettiques en coiffure. Le premier, c'est le mot de dos, les maux de dos avec le haut du dos ou le bas du dos. Ensuite, vous avez les stases veineuses. Donc, vu que vous êtes toujours debout, eh bien, votre sang a du mal à remonter avec les varices, etc. Et puis, le troisième, donc, c'est les troubles du canal carpien euh, qu'on peut gérer à peu près en mettant, enfin, que tous les ciseaux de coiffure ont maintenant, le repose-doigt qui permet d'éviter un petit peu ce genre de problème. Bien, c'était touffu pour cette fois. Je vais vous laisser là
J'espère que tout va bien. Portez-vous bien. Profitez du soleil. Au revoir.